Est-ce que la caméra, elle marche? Est-ce que tout marche? Est-ce que enfin quelque chose dans ce débrief hebdo va fonctionner? Oh putain, bah non. Cascade verte cette semaine, nous avons conservé. Est-ce que ça a marché? Les news qui sont tombées nous apportent-elles de la visibilité? Qu'attend le marché pour se décider? Actualisons nos stratégies de marché. Est-ce que le micro marche pour une fois? Est-ce que le micro marche pour une fois? Bon allez, ne perdons pas de temps, dirigeons-nous tout de suite vers le Japon. Avec une inflation qui est restée stable, 3,1%, on s'attendait plutôt à une décélération à 3%. Après, un pic à 4,2% d'inflation au mois de janvier. C'était d'ailleurs un record au Japon depuis 1981. Mauvaise nouvelle? Pas vraiment. Bah oui, parce qu'on était très proche du consensus, ce qui permet toutefois à l'indice Nikkei de réagir sur la borne haute to YouTube. On se calme, on y reviendra probablement un peu plus tard. Allons juste à côté du Japon, donc en Chine. Les ventes au détail ont augmenté de 10,6%. Ça, c'était au mois de mars et c'est bien plus que les 7,5% attendus. Ce sont surtout les exportations qui se sont envolées de plus de 15%. C'était 3 fois plus que ce qu'attendait le marché. D'ailleurs, aujourd'hui, les économistes sont optimistes pour que le gouvernement atteigne ses objectifs de croissance annuelle de 5% cette année. Au premier trimestre, la croissance était de 4,5%. Bonne nouvelle. Direction les United States. L'indice Philly Fed qui mesure l'activité manufacturière dans l'état de Philadelphie. L'indice est ressorti en dessous des attentes. Ça montre que les 250 fabricants dans ce district de Philadelphie qui ont été interrogés ne sont pas très chauds concernant les prévisions. D'ailleurs, quand ils passent négatifs, c'est généralement annonciateur d'une récession. Mauvaise nouvelle. Et là où je vais modérer les choses, c'est qu'il s'agit d'un sondage et pas d'une réalité. C'est pas du sonnant, du trébuchant. Je sais, je fais partie de la team vert à moitié plein. On a eu aussi le beige book de la Fed. C'est encore un rapport écrit de la Fed. Alors cette fois-ci, c'est les 12 districts fédéraux des États-Unis qui nous indiquent que l'activité touristique a été le point positif de ces dernières semaines. Concernant la consommation, l'activité manufacturière et la construction, c'est resté plutôt stable, voire légèrement baissouillé. Les conditions de l'emploi se sont quand même améliorées. Oui, parce qu'il y a eu moins d'entreprises qui ont signalé des licenciements massifs. Et au contraire, d'ailleurs, beaucoup plus d'entreprises ont déclaré qu'il était plus facile d'embaucher et que la rétention des employés s'était améliorée. Bonne nouvelle. La chose la plus importante qu'il faut retenir dans ce beige book, c'est que, bien évidemment, avec tout ce qui s'est passé autour du secteur bancaire, les conditions de crédit ont nettement évolué. Rien de bien inquiétant. Je dirais même que ça aide plutôt les banques centrales à décélérer leur resserrement monétaire. Et ces inquiétudes autour des banques ne sont pas suffisamment importantes pour vraiment créer un sentiment de panique. En tout cas, pour le moment. Retournons en Europe avec la Banque Centrale Européenne qui devrait continuer à augmenter ses taux directeurs, et ce lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 4 mai. Tout en ralentissant son rythme de hausse des taux, a priori il serait chaud pour continuer à les relever, mais de seulement un quart de point de base, et tout cela dépendra bien évidemment des prochains chiffres d'inflation. Plusieurs membres aussi de la Banque Centrale Européenne ont rappelé qu'il fallait faire bien faire, mais bon, voilà, t'as compris le message. Je disais donc que plusieurs membres de la Banque Centrale Européenne ont bien insisté qu'il fallait bien faire la différence entre ce qui se passe au niveau des banques et ce qui se passe au niveau de l'inflation. C'est pas parce que c'est un petit peu plus tendu sur le secteur bancaire qu'il ne faut pas continuer le boulot du resserrement monétaire. D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt rassurant parce que si c'était vraiment très grave, ils auraient quand même vraiment revu leur copie. Vendredi, c'était jour de PMI, ces fameux sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Et comme on dit, c'était mi-figue, mi-raisin. On le voit ici sur ces différents éléments chiffrés. En rouge, c'est moins bon que prévu. En vert, c'est meilleur que prévu. Sondage plus mi-figue, mi-raisin égale pas de conclusion. Voilà, comme ça, on est bien avancé. En tout début de semaine, pour ne pas dire très exactement lundi, j'ai publié, comme je le fais globalement toutes les 2 semaines, 2-3 semaines, ça dépend s'il y a vraiment beaucoup d'activité sur le marché, le fameux carnet de bord en PDF qui fait une vingtaine de pages sur 17 actifs, ce qui permet d'établir mes plans pour la semaine, voire des 2-3 prochaines semaines à venir, selon bien évidemment la volatilité du marché, qui permet donc d'avoir cette vision globale à 360 degrés, de trouver parfois d'ailleurs des similitudes entre les actifs, sans forcément parler de corrélation,
corrélation, mais au moins d'avoir ces fameuses éventuellement planètes qui sont alignées ou pas, d'avoir bien entendu des points de repère, et puis surtout un sens prioritaire. Avec, et je publie en écrivant voilà avec mes petits doigts, le fameux mot de la semaine que j'ai titré, ça je rappelle, c'était lundi, on rentre dans la période relou, point d'interrogation. Bah oui, je me posais la question après justement cette fameuse progression qu'on a eue sur les indices et tout, est-ce que ça risque pas d'être un petit peu touchy, sachant justement que cette semaine on n'a pas de catalyseur. Ça risque donc de pas trop bouger. Et ce pour plusieurs raisons. 3 raisons. Très exactement. Premièrement, il n'y a pas de statistiques suffisamment importantes pour permettre d'avoir plus de visibilité, en tout cas cette semaine. Et donc d'ajuster ce fameux curseur un peu plus sur rouge, un peu plus sur vert. Deuxièmement, des indices qui restent, oui, dans des tendances haussières. Un marché qui est globalement détendu, mais qui a besoin de carburant pour avancer. Et 3, une belle progression quand même qu'on a eue depuis des semaines, voire dirais-je depuis des mois, qui nécessite forcément de temps en temps des phases de consolidation, de respiration, qui sont légitime, voire d'ailleurs peut-être même salutaire. Et donc même si nous allons rentrer dans les détails après, il n'y a qu'à voir le fameux indice de la peur, le VIX qui mesure la volatilité et le sentiment de peur qu'on peut avoir notamment sur l'indice SP500 au travers de ces options. On est au plus bas depuis 1 an et demi. Les indices ont été globalement quasiment tous dans des ranges toute la semaine. Des indices en Europe qui sont, pourquoi je bloque là, qui sont soit sur leur record historique comme sur le CAC, soit sur leur record annuel comme sur le DAX, et qui d'ailleurs n'ont pas beaucoup bougé cette semaine. C'était donc une volonté pour moi de prévenir en amont pour se préparer à une période un peu plus rangy. Rangy, alors FT, tu me mettras un beau chapeau, des beaux pistolets, et fais pas le con, hein. Tu me balances pas un truc dégueulasse, hein. Tu fais un truc propre. Rangy comme Walker Texas Rangy. Ça veut donc dire être plus souple sur son trading, peut-être moins actif, attention à l'overtrading, être encore plus méthodique, encore plus rigoureux, et comme je l'ai souvent répété cette semaine, solide sur les appuis. C'est-à-dire ne pas prendre de décision majeure à la moindre bougie 5-15 minutes. Tu vas me dire, d'habitude, c'est déjà le cas, mais c'est encore plus le cas cette semaine. On reste sur de l'horaire, on achète les replis. Oui, parce qu'on a une casquette verte. Ah merde, j'ai oublié la casquette. Elle est où la casquette? Et pourquoi est-ce qu'on a cette casquette verte? Parce que les tendances primaires, les tendances de fond restent haussières. D'ailleurs, on a fait à nouveau 3 nouveaux records historiques cette semaine sur le CAC 40. Certes, c'était lent, mais ça avance. Alors à défaut d'avoir beaucoup de publications macroéconomiques intéressantes cette semaine, on a eu quand même pas mal de publications d'entreprises. Et oui, la saison des résultats sont pleins. Alors, on va pas toutes les faire une par une. Et puis de toute façon, il n'y a que 6% d'entre elles qui ont publié parmi l'indice SP500. Alors 6% c'était avant le début de cette semaine, parce que j'ai pas encore les derniers chiffres et là je sais pas pourquoi il y a un moucheron encore. Prenons les publications majeures. Netflix, il y a du retard sur son partage payant, ce qui a entraîné une baisse des prévisions de revenus pour le trimestre à venir. Le bénéfice net par action a baissé. Le chiffre d'affaires trimestriel dépasse quand même les 8 milliards de dollars. C'est plus que le même trimestre l'an dernier. L'action Netflix n'a pas bougé. Pas de grosses surprises. Tesla a publié. Et vous le savez, Elon Musk a baissé le prix de ses véhicules un peu partout dans le monde pour pouvoir récupérer des parts de marché. Et ce, de manière assez considérable. Ce qui forcément a fait baisser la marge brute, c'est logique. D'ailleurs, la marge brute est à son plus bas depuis 2 ans et elle est ressortie moins importante que ce qu'on attendait. Donc forcément, l'action Tesla, elle a morflé, elle a perdu 10% le lendemain de la publication de ces chiffres. Et finalement, vendredi, Elon Musk s'est dit, bon, ok, c'est bon, on a rogné quand même à fond la marge brute, on a récupéré les parts de marché, qu'est-ce qu'on fait ? On réaugmente le prix de certains véhicules, notamment aux États-Unis. SAP, de son côté, l'une des plus grosses pondérations de l'indice allemand DAX, a publié aussi chiffre d'affaires en hausse de 10%, 7,44 milliards d'euros. C'est conforme à ce qui était prévu. Et suite à la cession de l'une de ses filiales, Qualtrics, SAP a dû revoir à la baisse ses prévisions trimestrielles. Mauvaise nouvelle? Que dalle! L'action explose. Semaine prochaine, en termes de publication de résultats, il y aura encore beaucoup à faire. Encore un petit peu de volatilité sur les marchés.
Les indices européens continuent donc sur leur lancée, même si c'est un peu plus poussif. On fait donc des records historiques successivement sur le CAC. Aucune alerte, même mineure, sur le CAC 40 tant qu'on ne passe pas en dessous des 7400. Le DAX, lui, a eu un peu plus de mal, même si la fin de semaine, il a été plutôt très résistant et plus fort que les autres. On est sur le haut de ce fameux porte-voix de Rodolphe en daily. Rien d'inquiétant là aussi, tant qu'on ne passe pas au moins déjà à minima à court terme sous les 15 600 points. Dow Jones, c'est 33 660. On a flirté en fin de semaine sur ce niveau-là. D'ailleurs, peut-être même au moment où je tourne la vidéo, on est peut-être même en dessous ou au-dessus. Ça change rien au problème. C'est le niveau à ne pas rompre à court terme pour commencer à enlever sa casquette verte et entrevoir l'éventualité de mettre une casquette bleue. Rodolphe s'est focus d'ailleurs sur cet indice Dow Jones toute la semaine. Me concernant, c'était l'indice SP500 où j'ai travaillé bien entendu également à l'achat. 4120, c'était la zone de polarité que je vous avais donnée dimanche dernier. Je l'ai respectée à la lettre. Tant qu'on ne passe pas en dessous, je garde ma casquette verte. Le niveau a été propre toute la semaine. J'ai fait que payer toute la semaine et pourtant ça n'a pas non plus été très rémunérateur parce qu'à chaque fois on a eu des petits rebonds puis finalement c'est retombé, c'est reparti, c'est retombé. Bon, bref, il n'y a pas eu de flux toute la semaine et en même temps, comme on l'a vu tout à l'heure, on le savait. Mais bon, c'est vrai que c'est relou comme ça quand on a vraiment des toutes petites volatilités et tout. Quand on fait de l'intra-swing dans des marchés en grande tendance, c'est un petit peu plus délicat. Soit on est très actif, soit au contraire, on réduit considérablement son activité. C'est l'un ou l'autre, mais entre les deux, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais au moins, disons que ça fait travailler la psycho. Le processus de continuer à travailler un plan tant qu'il n'est pas invalidé. Et voilà, de pas changer de fusil d'épaule toutes les 5 minutes à la moindre bougie. Et d'éviter de trader dans tous les sens. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Comme quoi, trader moins, le savoir avant même de commencer la semaine, ça permet d'être plus serein, un peu plus détendu, solide sur les appuis, bien solide, et en gros être un peu plus détendu quand on arrive dans une zone, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, quand ça baisse fort, on met une grosse bougie d'un coup, 5 minutes, ça y est, on se dit ça y est, le support il va lâcher, alors qu'en fait justement c'est le point d'achat. Donc ça permet de travailler quand même cette psycho. Mais surtout à retenir, ce qui est le plus important, c'est de travailler dans le sens d'une tendance de fond, qui s'appelle une tendance primaire. Et si je regarde en daily le SP500, la tendance reste haussière, même si d'ailleurs on devait passer sous les 4120 en début de semaine prochaine, voire toute la semaine prochaine, pourquoi pas. Tant qu'on est au-dessus des 4070 points, on est toujours dans une dynamique haussière. On sait très bien qu'il manque du carburant. Il y a une pause qui est en train d'être mise en place. Mais faire une pause dans une tendance primaire qui est haussière, ce n'est pas un signal de retournement. C'est une... D'ailleurs, revenons sur les indices américains. Aujourd'hui, si on prend les grosses capitalisations, les méga caps, ici sur l'indice NASDAQ, qui réunit toutes ces boîtes-là, c'est plutôt haussier en données hebdomadaires. Alors que sur les petites capitalisations aux États-Unis, si on prend l'indice Russell 2000, Russell, c'est pas l'indice russe, c'est les petites capitalisations aux États-Unis, lui, on voit ici qu'en weekly, il a quand même du mal, et même si on zoome en daily, il a encore plus de mal. Au-dessus de la tête, on a la moyenne mobile à 50 jours qui arrive et en dessous des pieds, la MM20 daily qui arrive. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. C'est maintenant que... Aujourd'hui, je voulais vous partager ma crainte, mes doutes, ma tristesse. De peut-être devoir te quitter, de peut-être devoir te ôter de ma tête. Cette casquette verte qui te va si bien au teint, mais difficile à porter parce que j'ai une putain de grosse sale tête là. C'est pas possible d'avoir une tête énorme comme ça. Je voulais dire difficile à porter quand l'élan commence à s'essouffler. Je ne sais pas vraiment si je dois persévérer, si je dois aller jusqu'au bout, encore. Et encore. Et qu'on continue ce bout de chemin ensemble, together. Je sais qu'il faut continuer à se battre tant que le marché ne nous donne pas tort, même si je vois très bien que ça a du mal à continuer. Dois-je t'abandonner ou te garder? C'est super émotif aujourd'hui le débrief hebdo. Si un producteur à Hollywood nous observe, je suis disponible, à part le dimanche à 10h, et à part le matin parce qu'il y a les morning mood, à part toute la journée parce qu'on est sur IVT, à part le mardi soir parce qu'on est sur Twitch. Globalement, je suis plutôt dispo. D'ailleurs, JNJ là, qui est dans le 34, je sais pas si tu m'écoutes. Tu dois m'écouter, j'espère. Tu l'as reçu la casquette ou bien? Non, pour ceux qui n'ont pas l'info, ça y est, j'ai envoyé la première casquette ever in the world au terme d'un tirage au sort relativement laborieux mardi soir sur Twitch. J'espère en tout cas que JNJ prendra soin de ta cousine. Bon, sinon, en vrai, mon avis, je constate que c'est difficile quand même à garder le cap, à garder la force, à garder la foi, à continuer à travailler à l'achat. Alors...
peut-être je dois garder une casquette verte parce que pour le moment j'ai absolument aucun signal de retournement et ça c'est de manière tout à fait objective. C'est juste un essoufflement et même si c'est vrai que cette semaine j'aurais pu avoir une casquette bleue, autant être acheteur que vendeur, mais la casquette verte me convenait tout autant. Déjà parce que ça évite par exemple de shorter le CAC 40 qui fait des nouveaux records historiques tous les 3 jours, enfin tous les jours même d'ailleurs, et de faire donc du DCA sur cette espèce de graphique ici sur le CAC, qui je rappelle est le CAC 40 inversé. Toutes les polarités sont conservées, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Achat tant qu'on est au-dessus, donc 33 660 sur le dos, 4120 sur le SP500, les 7004 sur le CAC, les 15006 sur le DAX. Le potentiel est quand même limité. Au niveau de trading, on se calme, on travaille surtout la psycho, le processus, et donc dans le sens des tendances primaires, parce que quand on est dans une tendance primaire haussière, vaut mieux acheter les supports, tu as plus de chances que ça réagisse et qu'on poursuive et qu'on relance que l'inverse. Ça évite de vendre les supports systématiquement et de te faire arracher à chaque fois que ça monte, alors qu'en fait ça rebaisse derrière. Et si on s'installe sous toutes ces zones de polarité la semaine prochaine, eh ben oui, j'enverrai donc cette casquette verte à un abonné, puisqu'elle ne servira plus au moins de manière temporaire, un abonné du débrief hebdo. Donc abonnez-vous vite à cette chaîne, on tirera au hasard pour en mettre peut-être une bleue, mais voilà. Sincèrement, j'ai pas envie de dire que mon cœur balance parce qu'on n'est pas dans le sentiment, mais plus sérieusement, j'hésite vraiment. Donc soyons juste moins euphoriques, encore plus rigoureux et peut-être encore plus limités sur les take profit. Voilà, prendre des TP1 plus rapidement que prévu, plus rapidement qu'avant. Je l'évoquais dimanche dernier, hausse limitée probablement, essoufflement sur le Bitcoin avec potentiellement le retour d'une alt season. Le Bitcoin a corrigé, l'Ether aussi sous ses zones de résistance avec une capitalisation totale qui est en train de réintégrer le haut du range dont il était sorti et dans lequel il s'était extrait ces derniers jours. C'était d'ailleurs les plus hauts de l'été dernier. On a d'ailleurs atteint pas mal d'objectifs sur les alts, ça soit des TP1 ou des TP2. BNB j'en ai partagé, Dusk, il y avait Solana aussi qui a fait quand même un TP2 à plus de 30%. Ce qui permet finalement lorsqu'on prend ces objectifs-là de récupérer du cash forcément et ce cash-là de pouvoir le réallouer si justement on a une consolidation et une correction de 4, 5, 6, peut-être 10, 15% sur les cryptos et de recommencer à nouveau. J'ai fait d'ailleurs sur IVT un gros message en début de semaine, c'était lundi je crois, en expliquant déjà pas forcément anticiper qu'une baisse va avoir lieu, mais de limiter l'euphorie qu'on pourrait avoir, qu'une baisse n'était pas forcément signe d'un retournement de tendance, en tout cas pas signe d'un retournement majeur de marché, mais surtout qu'il faut pas se relâcher là. C'est parce que tout est vert, le ciel est vert, qu'il faut pas mettre de crème solaire pour ne pas prendre le fameux coup de soleil. Je crois que je vous le disais ça d'ailleurs dimanche dernier. C'est-à-dire concrètement ne pas avoir une exposition disproportionnée, encore moins avec de l'effet de levier. Parce que si jamais une consolidation a lieu, et elle a eu lieu, elle est en train d'avoir lieu, c'est peut-être aujourd'hui le moment et il faut se poser la question de revenir à l'achat à court terme. Alors oui, pourquoi pas sur 2-3 cryptos, reprendre des positions à l'achat. Par exemple, moi je l'ai fait par exemple sur Solana, sur BNB, parce qu'elles ont bien corrigé par rapport aux objectifs que je m'étais fixés et donc je recomplète la position, au moins partiellement, mais sur 2-3 cryptos, pas sur 15 000. Mais là aussi, c'est pareil que sur les marchés traditionnels. Déjà, il faut du carburant sur les marchés traditionnels pour après pouvoir se refléter, notamment sur les marchés crypto. Ce sera donc cette semaine casquette bleue sur le marché crypto. D'ailleurs, on remarque qu'il y a une certaine corrélation entre le Bitcoin et l'or qui augmente d'ailleurs de plus en plus depuis le début de cette année. Ah oui, on a oublié d'ailleurs de parler de l'or. On va parler en fin de débrief hebdo, pourquoi pas. A été très hésitant lui aussi cette semaine. Je sais pas si on fait la liaison entre très hésitant ou pas. Très hésitant cette semaine, mais qui reste quand même toujours dans cette dynamique de fond positive. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 1925 $, ça reste positif en daily. La tendance primaire reste haussière. Après, c'est sûr qu'à court terme, on a travaillé toute la semaine à l'achat, pareil d'ailleurs que sur les indices. À l'achat, ces zones support en horaire, ça a tenu, ça a relancé, ça a tenu, tac, tac, tac. Et donc, faut prendre des TP1, revenir. Et ce qui permet en fait de faire travailler tout simplement une position de fond. Mais là aussi, pas de relais. Malgré le fait d'ailleurs qu'on ait un dollar américain qui est stable, un taux à 10 ans aux États-Unis également. Est-ce qu'on aura plus d'animation la semaine prochaine sur les marchés? Au programme, oui, on aura le PIB aux États-Unis, le fameux PCE, l'inflation mieux pondérée que le CPI toujours aux États-Unis la semaine prochaine. Donc oui, ça risque d'être beaucoup plus mouvementé, d'autant plus qu'on aura un programme chargé en termes de publication d'entreprises. Et je terminerai en disant que dimanche prochain, il n'y aura probablement pas de débrief hebdo. Je vais prendre un peu de temps, quelques jours, vous inquiétez pas, ça sera pas très long, ça va passer très vite. Et je m'étais dit, FT, je sais pas si on lance genre un défi, genre je trouve quand même le temps dimanche prochain de faire le débrief hebdo si on passe un certain seuil de pouces vers le haut, mais après on va dire ouais, mais t'es en train d'influencer, tu dis aux gens de mettre des pouces vers le haut et donc ouais, ça se fait pas sur YouTube, t'es pas un vrai YouTuber.
Ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est pas faux, hein, ceci dit. Donc on peut éventuellement mettre un objectif genre relativement important pour être quasiment sûr que je puisse prendre un peu de temps, mais quand même relativement atteignable pour que les gens jouent le jeu, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre si on met 10 000 pouces vers le haut, bon ça marchera pas. Et si on met 5 000, c'est faisable à mon avis. C'est pas possible. Bon en tout cas, merci à toutes et à tous, peu importe, éclatez les pouces, les éclatez pas, mais en tout cas un grand merci pour vos messages, votre fidélité. Je vous kiffe et je vous souhaite un très bon dimanche et peut-être d'ailleurs même de très bonnes vacances, voire même un très bon retour au travail si vous retournez au travail. Ah oui, c'est chacun son tour. Je vous kiffe, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à très très vite. Ciao!